J'espère que vous avez profité de la pause pour récupérer vos capacités et votre pouvoir d'attention. En première partie de cette possibilité d'étude de cas et de solutions, je vais vous présenter Myriam Multinier, qui a été directrice de la communication et de la transformation digitale chez Public Sénat pendant 11 ans, et maintenant consultante auprès des dirigeants d'entreprises et présidente d'une association nommée Quelques femmes du numérique. Myriam, vos dernières activités de consultante concernent le thème de l'écoute active, selon l'idée que l'attention à l'autre n'est pas qu'une faculté, mais aussi une compétence, donc à éduquer et à acquérir, indispensable selon vous à toutes les sphères de la vie de l'entreprise, bien sûr, jusqu'à la vie quotidienne. Alors aujourd'hui, on dit avec une grande facilité que le silence devient un luxe parce qu'il est rare. C'est aussi ce qu'on a pu évoquer dans la partie 1, tous ces thèmes. J'aimerais savoir comment vous vous positionnez sur ce sujet et surtout dans le monde de l'entreprise avec son rythme souvent frénétique et rythmé par les urgences. Je ne sais pas comment ça marche. Ah si, c'est bon. Ça marche tout seul. Ça marche tout seul, c'est formidable. D'abord, bonjour à tous, à toutes. Je suis ravie d'être là et surtout d'intervenir dans cette deuxième partie après avoir écouté avec une attention vraiment particulière. J'ai trouvé que ce moment de profondeur, avec tous les intervenants qui se sont succédés, nous plonge dans ce qui, pour moi, devient un enjeu de chacun, de chacune, qui est soi avec soi. Alors, je vais essayer de partir en fait de mon expérience professionnelle, non pas de vous donner des clés, mais de vous expliquer un petit peu comment j'ai traversé ces métiers de communicante que j'ai exercé pendant 33 ans dans des entreprises très différentes les unes des autres, mais quand même pendant 20 ans au sein des médias. Donc Dieu sait si les médias cherchent à porter attention, Dieu sait si c'est un enjeu, surtout quand on est sur un média de télévision, puisque j'ai passé effectivement 12 ans au centre Public Sénat et 1 an chez M6, avec effectivement 2 regards sur l'attention, sur le public qui étaient totalement opposés. Et puis, avant de vous parler de mon métier, je voulais simplement vous partager avec vous le fait qu'il y a 18 mois, j'ai pris une décision qui a été difficile à prendre, mais qui était le fruit de cette attention que j'avais décidé de me porter, parce que je sentais que je n'étais pas tout à fait alignée. Alors ce mot, il peut paraître très galvaudé, mais je pense qu'il résonne chez chacun, chez chacune de nous. Vous savez, ces petits moments qui s'additionnent où vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait à votre place, qu'il y a quelque chose que vous avez fait ou que vous avez entendu qui vous fait grincer, qui vous met un tout petit peu à côté, vous rentrez chez vous le soir, vous n'êtes pas très à l'aise. Et pourtant, rien de grave, mais ça s'additionne. Et puis quand ça s'additionne et puis que le temps passe, et que ce temps, en fait, vous dépasse, vous réfléchissez. Et puis vous vous reconnectez à vous-même et puis vous prenez la décision de partir. Une décision qui est difficile, mais qui est nécessaire pour se porter attention. Et donc j'ai décidé, il y a 18 mois, de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais de façon très confortable, plutôt heureuse, avec une équipe super, depuis 12 ans, pour créer ma société de conseil, avec l'idée de porter attention aux dirigeants. Parce que je constate à quel point les dirigeants, qui aujourd'hui ont sur les épaules des poids colossaux, avec une maîtrise et un temps de moins en moins long pour pouvoir justement gérer tout cela, ont besoin qu'on leur porte attention. Et comme c'est très difficile pour eux de dire qu'ils ont besoin qu'on leur porte attention, eh bien j'essaye de venir vers eux et de banaliser en fait cette démarche pour que, au bout du compte, tout dirigeant qui se porte attention puisse du coup être plus à l'aise dans le fait de porter attention à la fois à ses équipes et que les équipes aient de plus de facilité aussi à porter attention à leurs clients. Alors je vais essayer de... Attends, je mets mes lunettes parce que sinon je vois rien. Quand Sébastien Claes m'a proposé d'intervenir et qu'il m'a dit, voilà, j'aimerais que tu interviennes dans le cadre de ce colloque sur la guerre de l'attention, je dis, mais c'est horrible, tu vois, guerre de l'attention, mais ces 2 mots-là, ils vont pas du tout ensemble, ça fait 0. Guerre de l'attention, ça se neutralise. Et puis, il me dit, bah ouais, mais réfléchis, essaye de trouver un peu la formule qui t'irait bien, mais moi, je pense que c'est intéressant que tu interviennes parce que nous avons travaillé ensemble et tu avais une approche un peu particulière que j'aimerais que tu puisses partager
dans le cadre de ce colloque. Alors, approche un peu particulière, ouais, je sais pas, je réfléchis, et puis je me dis, mais en fait, oui, en tant que communicante, c'est vrai que je parlais de cible, mais une cible, en fait, on fait quoi avec une cible? On la vise. Une cible, on cherche à l'atteindre, et puis en fait, l'objectif, c'est de la tuer. Mais c'est horrible ce langage. Mais ouais, moi-même, en fait, oui, j'étais un élément de la guerre de l'attention. Et là, à un moment donné, je comprends effectivement que c'est ce qui nous anime, sans pour autant qu'on mette ces mots-là dessus. Et au bout du compte, en fait, c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Parce que notre objectif, en tout cas, c'était le mien et celui de mon équipe, c'était la qualité de l'attention. Alors, je vais essayer, dans un contexte un petit peu particulier, parce que la chaîne Public Sénat, au même titre que la Bibliothèque nationale, est un média un peu particulier, puisqu'il privilégie effectivement le fond, il privilégie le sens, il privilégie le temps. Mais c'est là où je me suis sentie, évidemment, beaucoup plus à mon aise que dans d'autres médias qui pouvaient plutôt privilégier l'immédiateté et la seule dimension, entre guillemets, commerciale. Alors, je vais essayer avec vous, peut-être, de façon empirique, de vous dire un petit peu comment, avec mes collaboratrices et mes collaborateurs, nous avons accompagné, nous avons en tout cas essayé d'accompagner cette recherche de qualité d'attention avec un enjeu qui était d'arriver à émerger dans un environnement extrêmement concurrentiel, parce qu'en face de nous, on a qui? On a TF1. Je ne vous parle pas des budgets. On a France Télévisions. Je ne vous parle pas des budgets et de l'audience. Et puis, il y a une petite chaîne qui a envie d'émerger, puis qui a les mêmes ambitions que TF1. Mais pas du tout les mêmes budgets. C'est Public Sénat. Et pour autant, on a face à nous des outils, des tuyaux, un potentiel de médias qui sont totalement à l'identique de ceux des grandes chaînes. J'ai nommé notamment les outils digitaux. Donc on se dit, mais c'est formidable, en fait, on va pouvoir se bagarrer, ouais, parce que c'est de la bagarre quand même, à armes égales. C'est-à-dire que j'ai plus besoin d'avoir des millions d'euros pour faire de la pub, j'ai les outils digitaux. Donc comment nous y allons? La première chose, ça a été de se dire, quand tu veux effectivement porter attention dans cet environnement bruyant, il faut qu'on affiche notre différence. Donc ça, le premier point, c'est afficher notre différence. Alors on est effectivement sur du temps long, donc il faut l'assumer. On prend le risque d'ennuyer le téléspectateur parce qu'on n'est que sur des formats courts et toutes les autres chaînes privilégient les formats courts. Et nous, on a décidé qu'on était sur le format long. Donc on a effectivement deux solutions avec cette tentation permanente qui est de se dire « Ah là, on voit bien qu'on perd de l'attention parce que les gens nous disent qu'ils s'emmerdent ». Ils s'emmerdent parce que c'est laborieux, parce que on fait des programmes de 90 minutes quand les autres sont sur des programmes de 10 minutes. Nous, on est dans l'explication quand les autres sont dans du raccourci. Oui, on prend le risque, encore une fois, d'aller au bout de notre différence et de l'assumer. Le deuxième point qui nous a semblé extrêmement important et qu'on essayait dans notre communication également de valoriser, c'était de surprendre. Alors surprendre, quand on est une chaîne comme Public Sénat, c'est pas forcément facile. Et pour autant, on peut surprendre quand on décide d'aller au bout du bout de cette dimension pionnière qui est peut-être d'aller explorer, puisqu'on est moins regardé que les autres, des terrains de jeu que les autres n'osent pas explorer parce qu'ils pourraient prendre le risque de perdre leur audience habituelle. Nous sommes dans un gain d'audience, donc en fait, le champ des possibles est immense. Donc c'est ainsi que nous décidons de diffuser le premier débat des primeurs en 2006, qui nous a valu une couverture mondiale. C'était une idée qui ressemblait à ce que nous étions. C'était une idée pionnière et on y est allé. La deuxième idée pionnière, c'était de se dire, au moment où tout le monde se pose la question des chaînes de télévision avec l'arrivée d'Internet, alors que toutes les grandes chaînes disent même pas en rêve que nous proposerons notre flux sur Internet en flux continu, eh bien nous décidons de le faire. Troisièmement, alors qu'effectivement toutes les autres chaînes proposent une offre VOD, vous savez, la vidéo on demand, avec l'idée qu'elle n'est valable que 7 jours et qu'ensuite elle devient payante, nous on décide de mettre tout notre catalogue de vidéos en accès gratuit et limité. Et là, effectivement, avec des actions qui nous ressemblaient, qui nous permettaient d'être en phase avec ce que nous étions, de jouer cette carte pionnière, en sachant que c'était aussi notre fragilité, eh bien, nous avons gagné un public qui nous a regardé, qui nous a apprécié et qui s'est retrouvé dans ce que nous proposions, c'est-à-dire effectivement du sens, des programmes longs qui avaient pour vocation de montrer, d'expliquer et de partager.
Et donc cette cohérence est absolument aussi, à mon avis, indispensable lorsqu'effectivement on décide de générer cette attention auprès de notre public. Un autre élément aussi qui me semblait intéressant, c'était lorsque nous avons l'image d'une chaîne sérieuse, c'était dès que nous le pouvions utiliser en fait une arme magnifique, en fait, qui n'est pas une arme, qui est une caresse, qui s'appelle l'humour. Et alors l'humour, c'est pas forcément facile à manier, mais c'est tout bête, c'était de saisir des occasions pour parler de nous. Je vous prends un exemple d'un anniversaire. Combien d'entreprises fêtent leur anniversaire, les 15 ans, les 20 ans et en fait, on voit bien que tout ça, c'est dans un bruit. Alors, on est content parce qu'on fête l'anniversaire en interne, on fête l'anniversaire en externe, on fait la fête, mais pour autant, personne n'en parle. Donc là, nous, l'idée, par exemple, typiquement, et je vous ferai circuler pour que vous puissiez voir un petit peu comment est-ce qu'on fonctionnait. Là, l'idée, c'était de prendre un jeune de 15 ans avec toutes les caractéristiques d'un jeune de 15 ans qui est super bien dans ses pompes, qui a quelques petits boutons, qui a le bel appareil qui lui lacère les dents, et de montrer que même quand on a 15 ans, en fait, on peut s'éclater. Voilà. Et c'était une façon, encore une fois, de disrupter un peu l'image qu'on pouvait avoir. Dans toute cette approche, en fait, la leçon ou ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est la façon dont, en tant que communicants, bien qu'effectivement nous ayons tous un objectif, qui est de capter cette attention qu'on va chercher, en fait, chez l'audience des concurrents, puisque, encore une fois, nous, notre objectif, c'était d'aller prendre l'audience chez les concurrents, elle peut se faire dès lors qu'effectivement, vous êtes, encore une fois, en cohérence avec ce que vous dites, que vous êtes fidèle à ce que vous êtes, que vous assumez pleinement votre singularité et que de temps en temps, vous acceptez de disrupter un petit peu, mais toujours à la frontière en restant en cohérence avec qui vous êtes. Et puis, il y a eu un moment qui, pour moi, a marqué un vrai tournant, qui a été cette arrivée de la génération Y, c'est-à-dire vous, de cette génération Z, c'est-à-dire vous en entreprise, chez nos prestataires, à la télévision en tant que téléspectateurs, et qui nous ont renvoyé en fait des tas de choses auxquelles non seulement on ne pensait pas, mais surtout un changement de paradigme tel qu'à un moment donné, ça nous a obligés nous-mêmes à nous poser de nouvelles questions. Vous nous avez interpellés sur le sens de votre job, sur la façon dont vous souhaitiez, vous, être engagé dans l'entreprise, la façon dont vous souhaitiez être pris en compte dans ce que vous étiez dans vos demandes, dans le besoin que vous aviez d'être responsabilisé. Et là, à un moment donné, ce mouvement nous a tous questionnés sur, mais au bout du compte, ils se posent la question de ce qu'ils veulent, eux. C'est-à-dire qu'en fait, on a senti, alors que nous étions plutôt des collaborateurs, j'allais dire, assez dociles, nous avions une fonction, nous avions une mission, nous avions des objectifs, nous avions des KPI, et là débarque cette génération qui vient avec ses codes et qui nous dit, nous, on existe et on a envie que vous nous preniez en compte. Et là, j'ai moi-même été absolument passionnée par, en fait, tous ces changements, même si j'ai été aussi terriblement bousculée. Et du coup, je me suis interrogée sur la façon dont nous devions nous-mêmes vous accompagner dans vos souhaits, dans vos modes de fonctionnement, parce que très vite, les statistiques nous ont montré que, oui, en 2020, c'est-à-dire nous y sommes, 50% de la population active était composée de cette génération Y avec ses codes. Et donc, en fait, j'avais qu'une envie de vous dire, c'est merci. Merci à vous tous, parce que c'est vrai que vous êtes la génération du clic, c'est vrai que vous êtes la génération des réseaux sociaux, c'est vrai que vous êtes la génération du tout gratuit, avec ses excès, mais vous êtes aussi la génération qui nous dit « moi je ne veux pas rentrer dans une boîte dont la mission n'a pas de sens pour moi. Oui, c'est vrai que j'aspire à avoir un beau job, mais en fait, l'avoir le super salaire, si ça n'est pas en phase avec ce que je suis, ce que je fais et ce que je veux faire de ma vie, ça ne le fera pas. » Et donc, du coup, je pense que vous êtes les premiers porteurs de ce soin que vous vous portez. Vous êtes les premiers ambassadeurs de, même si vous ne le dites peut-être pas aussi facilement, parce que je ne dis pas que c'est facile pour vous, mais je sens qu'il y a en vous
cet aller-retour en permanence entre le monde dans lequel vous êtes, le monde dans lequel vous devez vous projeter, et puis vous-même, avec ce que ça vient percuter chez vous, avec ce soin que vous avez décidé de vous porter, même si parfois c'est difficile, entre guillemets, de pouvoir agir à 100% dans ce sens-là. Et ce changement de paradigme, pour moi, a changé justement ce rapport avec la guerre de l'attention, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux mondes qui se sont un peu juxtaposés. Donc d'un côté, vous avez le monde de la standardisation avec tous ces call centers qui considèrent que tout le monde ressemble à tout le monde et du coup, on va les traiter de la même façon. Avec ces pop-up, vous savez, ces pop-up qui viennent s'inviter comme ça dans votre vie en permanence, avec ces vidéos que vous regardez, puis ces vidéos, elles vous, à un moment donné, il y a le pré-roll, donc on vous dit stop, stop, ton attention, et puis en plein milieu du contenu, on vous dit stop, stop, ah bah oui, c'est le middle roll, et puis à la fin, on vous dit ah bah, t'as pas fait, t'as fini, t'as presque fini. Mais comme on va t'en proposer un autre derrière, on va aussi essayer de capter ton attention en te proposant un end roll, je ne sais pas si ça se dit, voilà, comme ça. Et on voit bien, et moi je le ressens, que vous-même, vous devenez de plus en plus critique par rapport à ça, et vous vous éloignez, encore une fois, de ce mode de fonctionnement, tout en étant, entre guillemets, aussi les premiers acteurs, puisque dans vos entreprises, on vous demande, en tant que communicant, d'agir ainsi. Donc il y a une espèce de conflit qui se crée, et j'ai qu'une envie de vous dire, c'est écouter ce conflit jusqu'au bout pour que vous puissiez vous-même être force de proposition, pour pouvoir prendre conscience à quel point la personne professionnelle et la personne personnelle est la même. Et en fait, c'est ça que je trouve passionnant dans cette période que nous vivons tous, c'est qu'il y a deux générations qui cohabitent, ma génération et puis celle d'au-dessus, à qui on a dit, bah, tu sais, en fait, bah, il y a ce que tu es en tant que personne personnelle, et puis il y a ce que tu représentes, et c'est deux choses très, très différentes. Et vous nous dites, non, non. Nous, on est la même personne. Eh bien, je suis contente de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, et n'ayez pas peur d'aller au bout de ce sentiment que vous avez, de ce besoin que vous avez, d'exprimer ce que vous ressentez. Écoutez-vous, portez-vous soin, faites attention à vous, écoutez-vous. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu de l'attention, c'est celui, pour moi, de la qualité du lien, de la qualité de la relation. Aujourd'hui, une entreprise, même si elle vend des produits, elle vend des services, on sait qu'elle peut être disruptée à tout moment. Et qu'est-ce qui fait la différence entre une entreprise A et une entreprise B qui proposerait le même produit? C'est la qualité de la relation. Et la qualité de la relation, elle ne peut se faire que si vous êtes en harmonie avec qui vous êtes. Donc, lorsque, par exemple, vous êtes amené en tant que communicant à devoir créer des notifications, à devoir, entre guillemets, harceler vos clients, parce qu'on vous le demande de le faire pour pouvoir effectivement créer ces moments d'attention, demandez-vous de savoir si, sur vous, cet effet a des effets positifs. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes chez vous et que vous vous retrouvez avec ces mêmes actions? Posez-vous la question de la pertinence de cette action. Est-ce qu'elle fait sens pour moi, alors qu'au bout du compte, c'est celle que je fais toute la journée? Est-ce qu'en fait, ce que je fais à l'autre, j'aimerais et j'accepte qu'on me le fasse à moi? Allez au bout de cette cohérence. Donc en fait, ce que alors je reprends un peu mes notes parce que là je suis en train de m'embarquer, mais bon voilà, c'est un peu moi aussi. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que vous êtes la clé et vous n'êtes qu'un. Vous êtes la clé, il n'y a plus le pro et le perso. Il n'y a pas celui qui harcèle ou celle qui harcèle la journée et celle qui a besoin de repos ou celui qui a besoin de repos le soir, ainsi que de temps. Demandons-nous d'abord si en notre qualité de communicant, ce que nous mettons en œuvre nous parle et fait écho à ce que nous sommes. Et appliquons-le à l'entreprise qui elle-même se pose la question de sa raison d'être. Il n'y a pas une entreprise aujourd'hui qui ne se pose pas la question de sa raison d'être. Mais comment l'entreprise peut-elle se poser la question de sa raison d'être si nous-mêmes, chacun qui composons cette entreprise, nous ne nous posons pas la question de notre raison d'être? Et elle passe irrémédiablement par le questionnement autour de soi, de prendre soin de moi, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui fait écho dans ma vie, qu'est-ce qui me rend
heureuse dans ce que je fais? Qu'est-ce qui me donne le sentiment que ma journée est remplie? Qu'est-ce qui me donne le sentiment que j'ai été utile? Et que ce que j'ai fait, je l'ai bien fait. Et puis, il ne vous a pas échappé qu'il y avait un phénomène qui est celui de l'entreprise libérée, qui fait un grand pas, alors qu'évidemment peut être très critiqué. Il y en a qui disent que c'est un mirage. Moi, je dis que c'est une inspiration. Pourquoi c'est une inspiration? Parce que l'impulsion de l'entreprise libérée, c'est de dire que les solutions appartiennent à ceux qui vivent les problèmes, c'est-à-dire toutes les équipes qui sont sur le terrain, qui sont les plus à même de pouvoir effectivement remonter les problèmes et surtout apporter des solutions aux problèmes rencontrés. Et puis, il y a une nouvelle tendance qui est en train aussi d'émerger, qui rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette forme de décroissance. C'est comment regarder plus la qualité que la quantité. Il y a un nouveau paradigme qui s'appelle l'entreprise altruiste. Je vous invite à lire un livre que je trouve passionnant parce qu'en plus il est nourri de plein d'exemples, qui a été écrit par Isaac Getch et Laurent Marbaché, qui s'appelle l'entreprise altruiste et qui dit quoi? Qui dit arrêtons d'avoir pour objectif la croissance chiffrée. Arrêtons d'avoir pour objectif du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que du chiffre. En revanche, regardons comme objectif la condition sine qua non que tous nos acteurs, tous nos partenaires, tous nos clients soient heureux dans ce qu'on leur apporte. C'est-à-dire la capacité que l'on a à donner de façon inconditionnelle à tous nos partenaires, à tout notre écosystème, ce dont ils ont besoin. Avec l'idée qui est extrêmement simple et qui est presque du bon sens, qui est qu'à partir du moment où vous êtes heureux dans ce que vous recevez, à partir du moment où vous avez le sentiment d'être compris dans vos attentes, à partir du moment où vous, en tant que collaborateur, vous avez le sentiment que votre employeur vous donne les outils pour pouvoir bien travailler et que ces mêmes outils, vous avez pu les exprimer à votre employeur et qu'il vous fait confiance, est-ce que la bataille ne se transforme pas, j'allais dire, en paix de l'attention, où on est tous dans le win-win, où en fait on est hyper heureux d'être ensemble? Alors ça peut vous paraître peut-être un peu utopiste, mais moi j'y crois. Et j'y crois tellement que lorsque j'ai décidé de créer mon entreprise, je me suis dit en fait, je vais aider les dirigeants à pouvoir se porter soin, à pouvoir se reconnecter à ce qu'ils sont, à leurs valeurs, en me disant que c'est la seule solution pour qu'ils puissent eux-mêmes embarquer leurs équipes, leurs actionnaires, leurs clients dans cette voie-là. Et puis j'avais envie de finir avec un petit exemple très concret qui montre un petit peu le monde dans lequel on vit, mais pour lequel nous sommes tous acteurs pour pouvoir le changer. Alors peut-être pas de façon collective, mais commençons de façon individuelle. J'ai une collaboratrice que je n'ai pas vue depuis 10 ans, et puis grâce à Facebook, j'apprends que c'est son anniversaire. Vous savez, ces petites notifications qui vous disent « Poupou, aujourd'hui c'est l'anniversaire de… » Donc je vois cet anniversaire, évidemment, comme à chaque fois, puisqu'on me propose même un message tout fait, j'hésite, parce que je me dis « Tiens, c'est sympa, je vais lui porter attention. » Et puis tout d'un coup, je me rétracte parce que je m'écoute. Je me dis, mais non, en fait, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu, c'est ridicule, je ne vais pas lui. Eh bien, je vais l'appeler, parce que j'ai envie de l'appeler, en fait. Donc, merci Facebook de m'avoir alerté sur le fait que c'était son anniversaire. Mais l'attention que je lui porte, ce n'est pas le message de Facebook. C'est le fait que j'ai pris mon téléphone. Et là, elle m'a dit, Myriam, je voulais te dire simplement une chose, j'ai eu 300 messages sur Facebook aujourd'hui. Tu es la seule qui m'a appelée. Et tu ne peux pas t'imaginer le bien que ça m'a fait. Voilà, c'était ça que j'ai envie de partager avec vous. Merci à vous. Merci beaucoup. J'ai bien aimé le principe, se poser la question « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Et ça reboucle bien, je trouve, avec les enseignements du master, parce qu'on passe son temps, je pense notamment à l'équipe, aux enseignants de rédaction qui sont avec nous aujourd'hui, à dire, avant d'être des producteurs de contenu, vous êtes des lecteurs. Et posez-vous tout le temps la question de « est-ce que ça me ferait du bien ? Est-ce que ça serait intéressant ? Est-ce que ce serait attractif de lire cet article, de regarder cette vidéo, etc. » Et donc, je pense que c'est une mécanique sur laquelle on peut que se retrouver. J'avais une petite question, puisqu'au début, vous disiez que vous avez développé cette nouvelle structure, ce nouveau cabinet autour d'une espèce de self-care, faire attention à soi-même en direction des dirigeants. Comment ils perçoivent cette offre et qu'est-ce qu'ils disent, vos clients, de leur rapport à l'attention ?
Alors, je ne l'aborde pas forcément comme ça, Ouais. parce que c'est un peu brutal. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est de regarder la perception très différente entre les hommes et les femmes sur le sujet. Ah, c'est genré. Ouais, c'est vraiment genré. Mais pour autant, c'est plein d'espoir. Pourquoi c'est genré? Parce que la femme est plutôt effectivement dans cette attention, dans cette culture de l'attention. Et lorsque vous lui parlez effectivement de prendre soin d'elle, quand effectivement elle est dans un état de submersion, parce que en fait les dirigeants viennent me voir, où en fait nous commençons à échanger, c'est d'abord un échange. On voit très vite à quel point ils sont submergés, à quel point c'est difficile pour eux de dire cet état de submersion, et c'est plus compliqué, et pour autant je pense que les choses vont évoluer. De dire à un homme à qui on a dit t'es le chef, et le chef il a toujours raison, et le chef il va toujours bien, et le chef faut qu'il assure, bah ouais, à un moment donné, porte-toi attention et accepte ta vulnérabilité, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein. C'est-à-dire que se porter attention, c'est accepter de dire que les choses ne vont pas, mais c'est d'abord accepter de se les dire à soi. Donc c'est faire ce chemin vers sa vulnérabilité. Donc la façon dont moi j'aborde cette question avec les dirigeants, c'est plutôt de leur dire que je leur propose dans cet état où je vois bien que le plaisir de diriger n'est plus au rendez-vous, de leur dire moi ce que je vous propose c'est de vous aider à transformer en fait vos rêves en objectifs, c'est-à-dire que je les maintiens dans l'état d'objectif qui est celui qui les maintient dans cet état de dirigeant, mais moi je leur propose de se reconnecter à leurs rêves, et pour se reconnecter à ces rêves, il n'y a pas 50 chemins, il y en a un qui est de faire celui de son cœur. Faire le chemin vers son cœur, c'est-à-dire s'écouter, alors qu'on est souvent dans la tête et que la tête nous éloigne de nous-mêmes. Et en fait, ce dont je suis persuadée, peut-être que d'ailleurs ça fera le pont avec la réaction de M. Macron, en tout cas l'invitation de M. Macron, sur tout ce que nous pouvons mettre en œuvre pour refroidir la planète, c'est que moi je dis réchauffons nos cœurs pour refroidir la planète. Voilà. Merci. Je trouve ça très intéressant, cette idée de chemin vers sa vulnérabilité, sa fragilité. Et ça reboucle un petit peu avec ce qui était dit ce matin sur le fait que nous avons un bien incroyablement précieux et incroyablement fragile, qui est notre attention à nous-mêmes, et une attention active, une attention choisie, et non pas une attention dégradée et manipulée, quoi. Donc et là-dessus, paresse ou pas paresse, je pense qu'il y a quand même un enjeu d'éducation et que c'est un très beau projet de société de se dire, comment cultiver ce jardin de l'attention, en faire un projet de société, ça me semble le mériter.